Eh ben, merci beaucoup Henri Michel pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, Antoine Cupillard, je suis Customer Success Manager chez Inveniss. Et l'objectif aujourd'hui dans la demi-heure, ça va être de vous montrer comment il est possible de déployer facilement un modèle de machine learning qui est accessible pour des équipes métiers. Alors, je connais bien un petit peu les visioconférences. Je pense qu'on en fait tous en ce moment pas mal. Donc, je vais essayer d'être le plus dynamique possible et de passer rapidement sur les deux, trois slides pour aller directement dans la présentation de l'outil, histoire de garder un peu de dynamisme. Et ce que je vous propose, c'est de noter vos questions voilà, à la volée. Et pour ceux qui ont des questions, qu'on se prenne à la fin du temps imparti, quelques minutes pour y répondre. Alors, je vais donc partager effectivement, voilà, normalement, je pense que ça doit fonctionner. On y est. Alors, comme je disais, je vais pas passer trop longtemps, mais ça me paraissait important juste de vous dire qui on est avant de passer à la présentation de l'outil. Inveniss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société française qui a été fondée par trois fondateurs, des anciens du ministère de la Défense, et Grégory Serrano qui travaillait chez Colt. L'objectif, et c'est pour ça que c'était intéressant de vous le dire, c'est qu'en 2015, Pascal et Benjamin ont développé au sein du ministère des infrastructures de big data et d'IA dédiées aux équipes vraiment opérationnelles, des équipes métiers. Et là, en fait, ils ont vu effectivement le problème, c'est-à-dire que comment développer une solution qui soit facile d'accès pour les technologies qui sont assez difficiles en fait à maîtriser. Donc, partant de ce principe-là, Benjamin, Pascal et Grégory ont fondé la société Inveniss en 2015 et aujourd'hui Inveniss, 4 ans et demi plus tard, c'est une vingtaine de personnes, des développeurs, des data analysts, des data scientists, des personnes à la communication et moi-même. Pour vous donner un ordre d'idée et quelques références, donc 2015, on en a parlé, aujourd'hui on est en 2020, on a à peu près une dizaine de clients, dont des grands ministères comme les ministères de la Santé, enfin des solidarités de la santé. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément de verticale, puisque nous, une nouvelle fois, on va surtout aller voir des métiers on est vraiment dans une problématique d'usage. Nous, on n'a pas d'expertise, on va dire métier, on s'appuie beaucoup sur eux. On a une expertise vraiment sur la donnée avec notre logiciel et sur les différentes références que vous voyez à l'écran. On va retrouver des cas d'usage qui, je pense, peuvent vous parler si vous êtes venu au webinaire aujourd'hui. Faire de la maintenance prédictive, par exemple, chez un BDA System. Construire des arbres de décision, par exemple, chez Laboratoire Servier, pour analyser des molécules. Faire la détection d'anomalies au ministère des Solidarités et de la Santé, par exemple, sur l'égalité professionnelle ou sur les accidents de travail, et j'en passe. Donc, le problème qui était à résoudre et pourquoi Inveniss s'était créé, bah, comme je le disais, on a d'un côté les entreprises data-driven qui se développent très rapidement, beaucoup plus de la moyenne, mais on se heurte d'un autre côté à quoi? Bah, au fait qu'on n'a pas forcément assez d'experts et qu'on n'a pas forcément les bons outils. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a peut-être seulement 30% d'entreprises qui arrivent à analyser leur data et avoir cette approche data-driven. Et encore, quand ils montent leur projet, la plupart sont des échecs. Les raisons des échecs, je viens de le dire, c'est que d'un côté, on a des solutions historiques qui sont réservées à des data scientists ou des data analysts. Et dans les entreprises, c'est des ressources qui sont rares, qui sont chères et qui ne sont pas toujours accessibles, puisque sur l'ensemble des dizaines de millions d'entreprises en France, bah, en fait, bien entendu, il n'y en a qu'une petite partie qui ont accès à des ressources de type data scientist, data analyst, et encore faut-il que leur équipe puisse répondre à leurs besoins, ce qui est quand même très compliqué, et on va le voir justement, c'est pour ça qu'on a retenu notre approche. Donc Inveniss aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui est déployée en mode SaaS, même si on a quelques cas d'usage effectivement où on est installé chez le client, mais on va dire la majorité aujourd'hui on est en mode SaaS. On vise quoi? On vise l'autonomie de nos utilisateurs. Donc encore une fois, quand je dis utilisateur, ça va être une équipe opérationnelle, une équipe métier. Ça peut être un technicien de laboratoire dans les laboratoires Servier. Ça peut être quelqu'un qui va faire du e-marketing. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe de la supply chain. Donc quelqu'un qui voilà, n'est pas forcément un expert de la donnée. Quelque chose, Inveniss, c'est aussi une solution quand on met rapidité, c'est dans le déploiement. Puisque comme je le disais, dans la plupart des fois, on est en mode SaaS, donc on va dire un login, mot de passe suffisent. Et avec un ROI qui va être mesurable rapidement,
puisqu'en fait aujourd'hui, c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne. On essaye de monter rapidement des projets avec nos clients pour qu'en quelques jours, quelques semaines, ils peuvent déjà voir l'impact de la solution sur leurs problématiques, sur leur cas d'usage. Et donc aujourd'hui, comment nos clients nous positionnent? Ils nous positionnent comme un lien, comme un maillon, on va dire, avec les outils d'analyse avancée, qui sont les outils de droite. Alors, j'ai masqué les noms, mais ici, vous pouvez penser à du Dateiku, vous pouvez penser à du Shiny, à du Pipeline, etc. À gauche, vous allez retrouver tout ce qui va être dans la communauté Excel, mais dans lequel on va peut-être retrouver du Power BI, des outils de visualisation, du clic, du tableau, etc. Et entre les deux, eh ben, on a la pierre, c'est nous, c'est vraiment positionné sur cette partie-là. On permet à des gens qui ne sont pas des experts, qui aujourd'hui font de l'Excel, qui aujourd'hui font du Power BI, mais pour des questions de volume de données ou pour des questions de mise en place d'algorithmes de machine learning, ne peuvent pas en fait aller sur le côté droit. Donc c'est vraiment à cette cible-là. Notre but, c'est pas de remplacer un data scientist, c'est pas du tout ça, mais c'est de permettre aux équipes métiers déjà de faire des analyses avancées et éventuellement on a des cas d'usage, on a des équipes data en place, des équipes de data scientists en place où ils sont surchargés par les demandes des métiers. Et ils aiment beaucoup notre positionnement parce que du coup, ça leur permet aux équipes métiers de commencer des analyses avancées et de vraiment venir leur demander des analyses plus poussées au cas par cas. Donc voilà un petit peu le positionnement d'Invenis et qui est expliqué par la genèse du coup que j'ai cité tout à l'heure. Et enfin, dernière slide, après je vous promets on passe sur la solution, et d'ailleurs c'est juste un descriptif de ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'Ilvenis, ce qui est important, c'est que c'est un outil tout en un. L'objectif, c'est que petit 1, je me connecte à mes données, donc que ce soit à mes bases de données, que ce soit à mes fichiers froids, que ce soit à mes infrastructures big data. Et dans le même outil, je vais aussi les préparer. Donc, je vais les nettoyer, je vais les enrichir, je vais faire des croisements. Je vais appliquer des algorithmes de machine learning pour faire la prédiction, pour faire la recommandation, la détection d'anomalies. Et on va même pousser plus loin puisqu'on va faire de l'auto-machine learning. Encore une fois, toujours dédié à l'usage, c'est-à-dire que on va revenir tout à l'heure dans mon exemple, mais on va vraiment faciliter la sélection des modèles. Et on va aller jusqu'à la data visualisation, puisqu'on a beaucoup de nos clients qui n'ont pas forcément d'outils de data vis à disposition. Donc, on va leur permettre aussi avec la solution de créer des tableaux de bord, de créer des cartographies dynamiques, mais aussi, bien sûr, de créer tout simplement des tables de données pour ceux qui ont déjà des outils de visualisation ou des applications métiers pour qu'ils puissent réutiliser, bien sûr, et visualiser leurs résultats. Voilà, donc voilà, ça c'était un petit peu pour la présentation très théorique. Maintenant, on va passer, je vous propose, à la partie un peu plus pratique sous forme de démo. Voilà l'interface d'Invenis. Là, c'est ce qu'on appelle chez nous un graphe, mais c'est un traitement on peut imaginer ça comme un traitement de données qui reprend les 4 étapes que j'expliquais tout à l'heure, hein. Connexion, préparation, modélisation et visualisation. Quel est mon cas d'usage que j'ai fait ici? Alors, je vais vous montrer, c'est des données que j'ai anonymisées. Mon cas d'usage, il est très simple. Il faut imaginer que je suis intéressé par la qualité de l'air dans un environnement donné. Par exemple, un bureau. J'ai des capteurs qui vont pouvoir capter facilement ma température, ma pression, mon humidité et des polluants. Et j'ai envie de pouvoir capter le formaldéhyde, le CH2O, qui est un polluant qui vient des tables en bois notamment. Et en fait, plus le bois se désagrège, plus le formaldéhyde est faible. Le problème du formaldéhyde, c'est que le capteur, la cartouche coûte cher, elle doit être changée régulièrement, contrairement à mes cartouches et mes capteurs de pression, température, qui eux sont beaucoup plus classiques. Moi, mon objectif ici, c'est de me dire, est-ce que si on me donne un jeu d'entraînement d'une semaine avec des captations toutes les 10 minutes, dans lequel j'ai toutes mes données, et qu'on me donne un jeu d'application d'une autre semaine, dans lequel j'ai toutes mes données sauf les données du formaldéhyde, comment est-ce que je peux prédire du coup mon formaldéhyde et comment je peux le visualiser? L'objectif final et le ROI, il est très simple, c'est que ça m'évite moi d'aller chaque semaine dans mon bureau, changer ma cartouche, et donc il y a une notion d'achat de cartouche par exemple, de captation, et une notion aussi de temps humain d'aller faire le changement.
Donc, si j'arrive à me rapprocher suffisamment proche de la vraie valeur du CH2O, bah, du coup, c'est une économie sur deux niveaux, du temps homme et aussi, bien sûr, de l'argent au niveau de la cartouche. Voilà le cas d'usage, voilà l'objectif. Bon, maintenant, comment on s'y prend avec Inveniss? Alors, j'ai téléchargé auparavant, c'est des fichiers froids, mais on peut tout à fait imaginer qu'ici, être connecté à des bases de données pour une mise à jour régulière, quotidienne, chaque heure ou que sais-je. Et mon jeu de données, je vais déjà le préparer. Mon jeu de données, bah, ça, vous savez que généralement la préparation, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans la partie analyse de données. Donc dans NVList, on a un certain nombre de briques, ce qu'on appelle des briques de manipulation de données. Des briques qui vont me permettre de travailler sur les dates ou des briques qui vont me permettre de faire des opérations mathématiques. Et tout simplement, quand j'ai besoin de faire une manipulation, je vais tout simplement aller prendre ma brique, la glisser, la déposer et la relier à ma brique d'avant. Et là, ça va me permettre de faire la manipulation souhaitée. Qu'est-ce que j'ai fait comme manipulation ici? J'ai fait des manipulations très simples. J'avais par exemple une colonne où j'avais besoin de convertir du texte en nombre. Donc j'ai tout simplement allé chercher ma brique de conversion et je lui ai indiqué l'ensemble de mes colonnes que je voulais convertir en format nombre. J'ai fait pareil pour ma semaine 2. Et mon objectif ici, alors on peut tout à fait bien sûr imaginer que dans un vrai projet avec des données moins propres, bah, j'aurais forcément plus de manipulations à faire, mais restons plus simples. Et une fois que j'ai préparé mes données, mon but, c'est de faire une régression. Parce que comme je le disais en introduction, j'ai envie de pouvoir prédire ma valeur du CH2O par rapport à d'autres données. Alors encore une fois, moi, Antoine Cupillard, je suis absolument pas expert des polluants. C'est pas mon métier. Mais par contre, mon client, lui, il est expert parce que voilà, il fabrique des capteurs, parce qu'il travaille dans la chimie, parce que c'est un laboratoire, que sais-je. Donc, je vais pouvoir m'appuyer sur ce qu'il me dit et lui va pouvoir surtout le faire lui-même parce que lui, il sait que le formaldéhyde, ça va probablement dépendre de la pression, de la température, de l'humidité, qui est une relation physique qui peut se traduire par une équation mathématique qui permet du coup de faire cette prédiction. Du coup, moi, je vais aller chercher un algorithme de machine learning pour faire la prédiction. Mais encore une fois, il faut me visualiser comme un expert métier. Donc, je n'ai pas, moi, vous me dites, faut faire un gradient boosting ou une régression linéaire ou ce que vous voulez. Moi, ça ne me parle pas, moi. Du coup, l'avantage, c'est que chez Nvidia, on a encapsulé plusieurs algorithmes dans des briques de machine learning, d'auto-machine learning. Et du coup, c'est cette brique-là que je vais aller chercher. Et c'est lui qui va choisir le meilleur modèle par rapport à mes jeux d'entraînement et mes jeux d'application. Et de la même façon que je fais une conversion, que je fais une manipulation, bah, je vais tout simplement aller chercher mon algorithme. Par exemple, en l'occurrence ici, j'irai chercher un algorithme d'autorégression. Mais on peut partir sur d'autres idées où j'ai envie de faire de la classification. Donc, j'irai chercher mon algorithme de classification, faire d'autres types de régression, faire de la recommandation, faire des arbres de décision, faire de la détection d'anomalies. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de modèles de machine learning. Là, moi, dans mon cas à moi, j'ai envie de faire la régression, j'ai envie de prédire une valeur par rapport à d'autres. Et de la même façon, donc là, j'ai double-cliqué sur la brique, entre guillemets, ce qu'on appelle une brique. Bah, c'est assez simple. Qu'est-ce que me demande la brique pour être configurée? Elle me demande, petit 1, c'est quoi l'objectif, la target? Bah voilà, ma target, c'est ça. C'est de me trouver le formaldéhyde. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle me demande? À partir de quelle valeur je la prédis? Bah ça, c'est ce que je disais. Là, c'est l'expert métier qui dit, bah voilà, il faut le prédire par rapport à CO2, par rapport à du COV, qui est un autre polluant, l'humidité, la pression, la température. Très bien. Si l'expert avait considéré que ça dépendait d'une catégorie dans ses tableaux de données ou d'une valeur temporelle, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, on sait très bien que le matin, les personnes par exemple qui vont dans les bureaux, ils ouvrent les fenêtres, on imagine le formaldéhyde qui diminue fortement et en fonction de ce qui se passe dans la journée, avec la concentration de personnes, il y a d'autres polluants qui peuvent changer. Mais restons au plus simple avec seulement des valeurs numériques qui s'appliquent. Et donc là, tout simplement, je lui ai dit, bah voilà, sur mon jeu d'entraînement, voilà mon objectif à prédire. Voici mes valeurs qui me permettent de prédire. Et donc, dans mon jeu d'application, qui pour le rappel est ma deuxième semaine où j'ai toutes les données, sauf la valeur bien sûr à prédire, c'est exactement pareil. Je lui dis, bah voilà, voici mes données qui me permettent de prédire. Donc, merci de me créer un modèle à partir du genre d'entraînement et de l'appliquer
à mon jeu d'application, qui est ma semaine 2. Et donc, pour l'instant, on construit le modèle, ça va probablement me sortir une prédiction. Mais moi, ça ne me suffit pas. C'est-à-dire que moi, pour vraiment exploiter ces données, juste avoir des lignes avec des valeurs, ça ne me suffit pas. Là, ce que j'ai envie de faire, pour continuer et avoir vraiment des résultats qui peuvent être pertinents et me servir et être, on va dire, des données actionnables, j'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin déjà d'avoir la date. J'ai envie de savoir si c'est un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Est-ce que c'est des jours de congé ou pas des jours de congé? Est-ce qu'on est au mois de mars ou au mois de juin? Que sais-je? Pourquoi? Parce que moi, je considère, en tant qu'expert métier, que ça joue sur la concentration de formaldéhyde. Donc, j'ai besoin de pouvoir suivre ces informations. Donc, je suis tout simplement allé chercher une brique qui me permet de déconstruire automatiquement ma colonne de date et de m'en sortir derrière toutes les informations que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il part d'un, on est le 7 mai, 14h49 et X secondes. Et ben, il va me découper tout ça, il va me dire voilà, on est jeudi, on est en mai, on est la semaine 10, je crois, ou quelque chose comme ça, en 2020, etc. Donc là, il va me faire ça tout seul. Et ça va me permettre du coup de l'envoyer derrière vers des exports, en l'occurrence un fichier CSV, tout simplement, que je vais pouvoir télécharger, et un tableau de bord que je vais vous montrer. Mais j'ai envie aussi de faire de la visualisation sous forme de cartographie, puisque, alors là, mon jeu de données, je l'ai complètement randomisé, anonymisé. Du coup, j'ai mis une ville où je passe souvent du temps. C'est pour ça que j'ai mis la ville de Vertou, qui est à côté de Nantes. Mais on peut tout à fait imaginer qu'on s'intéresse à des locaux éparpillés partout en France ou éparpillés partout dans le monde. Donc, j'aurais pu avoir une liste de villes ou une liste de pays beaucoup plus importante. Il faut pouvoir les visualiser. Et ça tombe bien, ça me permet de vous montrer une autre brique qu'on a beaucoup utilisée pour tous ceux qui préparent de la donnée et qui font de l'enrichissement, c'est les briques de jointure. De la même façon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher dans la brique de manipulation la brique de jointure qui me permet de faire cette opération et je l'ai reliée à ma sortie ici et une base qui s'appelle la base BAN, peut-être que certains ici connaissent, qui est une base qui me permet de, à la fois pour une adresse, de me donner la longitude et la latitude. Donc en fait, ça me transforme une adresse, en l'occurrence la ville de Vertou, en latitude et longitude, donc en point géographique. Donc ça, c'est une base qui est une base open data qui est assez conséquente parce qu'il y a quasiment l'ensemble des adresses des 36 000 et quelques communes de France. Donc j'ai ma base ici. Et du coup, je vais faire ma jointure pour enrichir mon fichier de sortie. Une fois que j'ai fait mon fichier de sortie, je vais aller prendre une petite brique qui me permet de transformer latitude et longitude en points GeoJSON. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des points, c'est un point, qui va me permettre de retrouver des coordonnées et de les exploiter dans une carte géographique. Donc, je suis allé tout simplement chercher dans ma partie ici géographique où j'aurais pu faire plein d'autres choses, par exemple. Et là, en l'occurrence, j'ai fait au plus simple, j'ai demandé de me créer un point. J'aurais très bien pu lui demander de me créer des polygones qui correspondent, par exemple, à des communes, à des groupements de communes, des régions, que sais-je. Là, on est resté assez simple. Je lui ai demandé de me faire un point qui correspond au centre-ville de la ville de Vertou, qui est dans mon jeu d'entraînement. Et derrière, du coup, je suis allé chercher mon export. Donc, de la même façon que je suis allé chercher mon tableau de bord, comme je l'ai fait là, tout simplement, je suis allé chercher mon CSV et je suis allé chercher ma carte géographique qui est ici. Je l'ai glissé, je l'ai déposé, je l'ai relié à ma dernière brique et derrière, je l'ai simplement configuré de la même façon que je configure en fait l'ensemble des briques avec du coup les paramètres géométriques et bon, j'aurais pu mettre d'autres options de couleurs, etc. Mais je suis resté au plus simple. Et donc là, ce qu'on a fait, alors je l'avais déjà fait avant, hein, bien sûr, mais vous avez vu, c'est pas non plus très long à faire. Je suis allé prendre mes briques du coup d'import de données. J'ai fait la manipulation. J'ai mis un modèle de machine learning. J'ai couplé cela avec des données géographiques pour créer une cartographie et j'ai aussi créé un tableau de bord. Donc maintenant, j'ai envie de dire, bah, on n'a qu'à aller voir les résultats, mais avant, en espérant que ce soit encore connecté, mais ça a l'air d'être le cas, très bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, il faut imaginer que j'ai fini mon traitement de données. Il y a plusieurs points intéressants à relever.
C'est-à-dire que moi, Antoine Cupière, déjà, peut-être que je travaille avec des collègues dans ma société qui ont envie de travailler avec moi sur le traitement de données. Donc, je pourrais très bien le partager avec Serge, avec Kevin, avec d'autres personnes qui ont envie de apporter leur pierre à l'édifice, on va dire, à ce traitement de données. Je pourrais aussi me dire, bah voilà, c'est intéressant, mais bon, j'ai envie qu'il parte ce soir à minuit, l'exécution, qu'il le fasse demain, ou au contraire, encore mieux, je suis connecté à mes capteurs, ils me poussent dans l'information toutes les heures, et bah très bien, dans ces cas-là, merci de toutes les heures me relancer automatiquement mon traitement de données. Comme ça, moi, une fois qu'il est fait, j'ai plus rien à faire, et je me concentre juste sur les résultats. Dernier point, c'est que là, vous avez mis, il y a une notion de variable, de paramètre. Tout simplement, bah, c'est normal. Donc, je retrouve mes noms de table de données, des titres de cartes, des formats de date. Mais j'aurais très bien pu avoir aussi des variables de type département, région. C'est généralement ce qui est de plus simple pour montrer les paramètres. Et concentrer mon étude sur uniquement le 75 ou uniquement le 44. Et du coup, ici, j'aurais eu ma variable et j'aurais dit, bah voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder dans le 44 comment ça se passe. Et du coup, je mets variable, je lance mon traitement de données, et là, j'aurai les résultats vraiment qui dépendront que du 44. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a différents niveaux de droit qui permettent, alors, sur le traitement de données, à des personnes de faire tout un traitement, mais aussi de travailler de manière collaborative. Et puis, il faut imaginer une société, bah voilà, on a des gens qui connaissent bien leurs données, qui vont faire du coup ce traitement. Et puis, il y a d'autres personnes, bah bon, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une vue précise du traitement de données, donc ils vont juste aller sur cette partie-là. Il y a une troisième catégorie de personnes, mais ils vont aller tout simplement directement regarder les résultats. Donc là, c'est un exemple du tableau de bord. Donc là, les données, elles sont issues du graphe que vous avez vu avant, du traitement de données que vous avez vu avant. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, là, je vais retrouver donc, mon logiciel d'auto-machine learning que j'ai utilisé. Donc, comme vous le pouvez voir, j'ai mis une petite clé de lecture. J'ai dit, ben voilà, on a utilisé l'humidité, la pression, la température, le CO2 pour faire cette prédiction. Je l'ai mis ici sous forme de tableau. Et ici, je l'ai mis sous forme de graphe que j'ai couplé avec les vrais résultats. C'est-à-dire que j'avais quand même, à la fin, j'ai récupéré les vrais pour pouvoir faire du couplage. Et après, libre à l'expert métier de se dire, ça me va, je suis assez proche de mes résultats, donc ma marge d'erreur n'est pas problématique par rapport à mon cas d'usage, mais on pourrait être dans un autre environnement où on se dit, bah, par exemple, je fais une prédiction sur, par exemple, mes envois de stock ou que sais-je, et ben, du coup, là, je pourrais me dire, ben, j'ai envie de jouer, d'avoir plus ou moins de marge d'erreur. Et ben, du coup, j'ai des petits outils qui me permettent quand même de paramétrer mes briques pour réduire ces marges d'erreur et donc de pouvoir les réduire ou les augmenter selon l'environnement et ma problématique. Ce que j'ai fait aussi, donc là, c'est sur d'autres traitements de données. Donc, en fait, j'ai fait plusieurs traitements de données dans ce cas-là. Et j'ai fait d'autres traitements qui m'ont mis, par exemple, bah voilà, exactement de la même façon que vous avez vu tout à l'heure pour la régression. Bah voilà, bah là j'ai fait du coup une matrice de corrélation, j'ai fait une prédiction temporelle aussi, où là bah pareil, je suis parti sur, je suis parti bah, effectivement de l'historique, et à partir de cette date-là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la prédiction temporelle. Donc là c'est vraiment de la prédiction par rapport à l'historique, alors que dans le cas d'usage qu'on regardait ensemble, je prédisais par rapport à d'autres variables. J'ai regardé aussi ben, tout ce qui est saisonnalité et tendance de mon CH2O. Ça, c'est hyper intéressant quand on a des données. Moi, je vous rappelle, j'avais des captations toutes les 10 minutes. Donc, j'avais énormément de données sur une semaine. Ben, ça me permet déjà de pouvoir les visualiser rapidement. C'est quoi mes tendances, ma saisonnalité et s'il y a du bruit dans mes données. Et j'avais fait un autre traitement de données où effectivement, j'ai fait plus de ce qu'on appelle de la BI classique, donc de l'exploration des données où là, ben voilà, histoire d'avoir un premier regard, ben ça c'était pour ça que j'ai mis ma déconstruction de date, parce que je trouvais ça hyper intéressant pour moi de savoir comment ça évolue aux heures de la journée, en fonction des jours de la semaine, et puis même de me faire un calendrier. Là, c'est pas compliqué à lire. J'arrive, j'ai mon mois qui est posé ici ou mes semaines. Bon, bah là, je le vois très bien. Là, ce jour-là, à cette heure-là, à 18 heures, le quatrième jour de la semaine, la moyenne du formaldéhyde sur toutes les captations que j'ai enregistrées, c'est là où c'est le plus important. Donc,
là, c'est vraiment des outils de visualisation. Il n'y a pas de machine learning sur ce que je vous montre là à l'écran, mais ça reste des choses qu'on peut faire, bien entendu, avec Evenist et qui sont très intéressantes pour pouvoir s'orienter et pouvoir ensuite construire le modèle tel que je l'ai fait devant vous. Et enfin, pour terminer, comme j'avais quand même mis une carte à la sortie, comme vous avez pu le voir, ma carte, alors, elle est un petit peu vide, bien entendu, parce que j'ai seulement mis ma ville de Vertou, qui est dans les Pays de la Loire, mais on peut tout à fait imaginer que j'ai des bureaux répartis en France ou dans le monde. Et là, du coup, ce qui m'intéresse, ça va être tout simplement d'aller regarder ma carte, de pourquoi pas avoir un jeu de couleurs qui va pouvoir me mettre du rouge, du vert ou du bleu en fonction de la valeur. Et tout simplement, en cliquant sur la carte, je vais avoir accès aux infobules. Si je me mets peut-être sur une date, je pense que ça marchera mieux. Hop, je vais la recharger. Ah ben non, c'est arrivé, pardon. Et du coup, là, rapidement, je vais pouvoir visualiser mes données. Hop là, on va revenir dessus. Je vais me prendre une date, la dernière date au hasard. Voilà, captation de CR29 du 17 août. Et là, en fait, quand j'ai configuré ma brique, bon, bah voilà, je retrouve ma prédiction que j'ai, ma ville, la date et les différents éléments que j'ai choisi de représenter sur ma carte. Donc, encore une fois, la visualisation, c'est quelque chose qui est surtout important, c'est de pouvoir créer ce modèle-là. Et pour créer ce modèle-là, bah, en fait, je reviens à ce que je disais en introduction. Et puis, comme je vois qu'il est 15 heures, de toute façon, on y arrive à la fin du temps. Mais voilà, je le rappelle, j'avais un objectif qui était faire un algorithme, un modèle de machine learning qui permet de faire de la prédiction, en l'occurrence une régression. Et ben assez facilement, pour Antoine Cupillard, qui est pas du tout, et je vous le garantis, même de très loin, un expert de la donnée. Moi, ça m'a pris, voilà, peut-être une demi-heure, une heure à tout faire et à déjà avoir des données en sortie de prédiction qui, pour le client final, étaient tout à fait pertinentes, puisque lui, du coup, ça lui permet facilement de se permettre de ne plus changer ses cartouches une fois par semaine et peut-être une fois par les 2, 3 semaines, histoire de peut-être réentraîner le modèle de manière régulière. Donc voilà un petit peu, et peut-être un dernier point, et après, bah, du coup, je laisserai la place aux éventuelles questions. C'était pas adapté au cas d'usage, mais on aurait très bien pu mettre aussi des algorithmes de text mining, et ça peut servir énormément, notamment pour nettoyer les données, mais aussi pour faire des études qualitatives. C'est exactement ce qu'on fait par exemple avec de l'AFNOR certification, ou c'est ce qu'on a fait aussi avec du Sopra sur des données de cybersécurité. Ça va être de pouvoir reconnaître des chaînes de caractères, notamment pour du nettoyage ou surtout pour détecter, pourquoi pas, des tendances ou des anomalies sur des cas d'usage complètement différents. Mais ça me permettait important de le dire aussi, puisque c'est des algorithmes qui sont assez compliqués à mettre en place généralement. Et là, ben, de exactement la même façon, j'aurais pu les utiliser. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai pu respecter un petit peu le timing. J'espère que j'ai été clair, mais si je ne l'ai pas été, je serais ravi de pouvoir maintenant désormais répondre à vos questions que vous auriez peut-être. Donc je vais, voilà, j'arrête le partage d'écran et je vous laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions, si bien sûr vous en avez. Ça me ravit, j'ai l'impression que j'ai été très clair, donc du coup, il y a pas de questions, c'est parfait. Bonjour. Oui, bonjour. Non, pas du tout. Très bonne question. Et effectivement, c'est pas du tout effectivement un sujet sur lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, les algorithmes de machine learning qu'on utilise, ça va être des algorithmes soit qu'on développe, soit qui viennent d'une bibliothèque libre et qui sont, on va dire, des algorithmes classiques pour ceux qui font du machine learning et qui sont pas du tout, du coup, dans le côté deep learning. Je vous en prie, hein.
Bah écoutez, bah en tout cas, j'espère que j'aurais pu vous donner un petit air de voilà de Invenice et de comment mettre en place des cas d'usage basés sur du machine learning, en tout cas. Et puis, bah, si d'autres questions vous reviennent dans les prochaines minutes ou secondes ou pas, bah, écoutez, sinon, n'hésitez pas à nous recontacter. Ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de cas d'usage complètement différents d'une verticale à l'autre. Ça, c'en est un parmi d'autres. Il y en a énormément de toutes sortes. Et c'est pour ça que, voilà, n'hésitez surtout pas s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit dans les prochains jours ou les prochaines heures. Bah, merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.